Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Centre Val-de-Loire. Voici les titres de cette édition de la mi-journée. Polémique à Chartres autour de la restauration de la cathédrale. L'édifice est en chantier depuis 2008 et grâce au travail des archéologues, il retrouve petit à petit sa teinte d'origine. Une teinte trop claire selon des spécialistes américains qui ont décidé de lancer une pétition en ligne. Rencontre dans ce journal avec l'une des 274 femmes sapeurs-pompiers volontaires du Loir-et-Cher. Des soldats du feu qui prennent de gros risques pour secourir les autres. Cet été en France, 2 femmes sont mortes en intervention. Et puis retour sur la belle soirée de tennis de table à Chartres, salle Roscoff. Une rencontre épique qui a vu les Euréliens s'imposer au bout du suspense face à Düsseldorf, un grand d'Europe en Ligue des Champions. Voilà pour les titres, mais d'abord cette image, rassemblement massif de motards ce matin devant le théâtre d'Orléans. 400 à 500 personnes ont répondu à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Tous doivent rejoindre Paris à 14 h place du château de Vincennes pour manifester contre le plan de lutte anti-pollution dans les grandes villes. Je vous propose d'écouter Alexandre Bayavoine, représentant des motards en colère du Loiret. Le point de départ de la colère, c'est qu'à Paris, intramuros, ils veulent interdire les motos d'avant 2000. Donc dans le coup, pour une question de pollution, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre par solidarité Paris et montrer notre mécontentement également avec eux. C'est un peu injuste pour les gens qui ne peuvent pas se payer des nouvelles motos. On se demande si c'est vraiment la pollution qui est en cause ou le motard en lui-même. Vous l'avez peut-être remarqué au cours d'une visite depuis 2008, la cathédrale de Chartres se refait une beauté. Des archéologues restaurent l'édifice et redonnent à la pierre sa teinte d'origine, teinte trop blanche au goût d'une poignée de spécialistes américains qui créent la polémique. Didier Lepape et Julie Dubois se sont rendus sur le chantier. Contraste choquant. Une pétition circule en ligne dénonçant la restauration avec une virulence toute relative. Moins de 500 signatures. C'est un échange qui a été fait entre des spécialistes soi-disant d'architecture du Moyen-Âge, mais qui n'ont pas pris en compte en fait tout le travail en amont qui a été fait pour la restauration des enduits peints de la cathédrale de Chartres. Aujourd'hui, on est confronté de nouveau à expliquer, mais en même temps, c'est peut-être un avantage, puisqu'en fait, nous, on est dans le chantier, on est dans la matière, et on n'a pas le temps forcément d'expliquer. Et ça, je pense que c'est peut-être une erreur de notre part, de ne pas être assez pédagogue et d'expliquer donc comment se prépare un chantier, comment se réalise un chantier et comment on peut le valoriser. L'obscure polémique porte sur la couleur des murs. Au XIIIe siècle, les bâtisseurs de Chartres enduisaient chaque pierre et les archéologues mettent au jour la strate d'origine scientifiquement. La nature du décor d'origine est parfaitement étudiée, connue et ne pose aucune question. Cette couleur des murs, elle est ocre-jaune avec un décor de faux joint blanc. Et donc elle est aussi complétée par un décor appliqué sur tout ce qui est mouluration, colonnes, piliers, où on retrouve un badigeon de chaux blanche et un jeu toujours bichromie entre ocre jaune et blanc. Grattée et badigeonnée, la nef de la cathédrale aura retrouvé sa grande clarté d'ici la fin 2016, ce qui laisse encore du temps aux millions de visiteurs annuels pour apprécier la différence. En sport, direction Bourges et le club de football des Gibjons, au nord de la ville, le Bourges Foot, une structure associative qui, pour la première fois de son existence, lance un appel aux dons sur Internet. Il lui manque 5 000 € pour boucler son budget et poursuivre ses activités sportives et sociales auprès des jeunes du quartier. Aline Mété, Anaël Blanchard. Allez, c'est parti les garçons! Le Bourges Foot rassemble presque tous les enfants du quartier des Gibjons. 350 licenciés, 18 équipes et une dizaine de matchs joués tous les week-ends dans la région. La vitalité de ce petit club n'est plus à prouver. Mais pour financer par exemple les déplacements, il manque 5 000 €. Pour la première fois, le club a donc fait appel au financement participatif sur Internet. Au niveau du sport, sur Bourges, il y a un club comme le basket, qui a une visibilité fabuleuse au niveau national, au niveau international, qui attire beaucoup de sponsors. Il y a d'autres clubs sportifs aussi sur Bourges. Et c'est vrai que souvent, on passe après. Et encore une fois, dans le contexte économique actuel, pour attirer des sponsors privés, c'est très compliqué. Et les pouvoirs publics, avec la diminution des dotations de l'État, dans un contexte budgétaire très contraint, ne peuvent pas répondre aux moyens du club. Solidarité, respect. Depuis 2 ans, ce club essaye de faire vivre ses valeurs sportives sur le terrain scolaire. Son défi, attirer les fans du ballon rond vers l'aide aux devoirs, un parti pris qui donne de bons résultats malgré le manque de moyens.
Ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais bon, on voit déjà les plus jeunes qui reviennent un petit peu au bonjour, merci, s'il vous plaît. Voilà. Après, c'est vraiment un travail de fond. Le souci, c'est qu'on peut toujours avoir 2-3, qu'il faut leur faire des petites piqûres de rappel. Mais honnêtement, moi, pour les devoirs, je l'ai fait déjà depuis l'année dernière, on a vu quand même des moyennes vraiment se relever. Un club de foot à vocation sociale, bien ancré dans un quartier populaire. Avec le plus petit budget de la région, 180 000 €, il ne lui manque plus qu'un coup de pouce pour remporter le match. Sport, toujours en tennis de table, la STT Chartres a eu toutes les peines du monde hier soir à se défaire de Düsseldorf lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le club allemand évoluait pourtant sans son joueur vedette, Timo Boll. Au terme d'une rencontre épique, les Euréliens s'imposent 3-2. Christelle Chapiotin et Grégoire Grichois y étaient. 3 joueurs, 4 médailles. Les Chartrains ont frappé fort lors des récents championnats d'Europe. L'effectif s'est étoffé cette saison. Un départ, 2 arrivées. Du coup, pour ce gros match face à Düsseldorf, il y aurait presque l'embarras du choix. Ça fait plaisir à un entraîneur d'avoir des joueurs comme ça sur le banc. Donc maintenant, il faut bien trouver les joueurs qui sont en forme et puis ceux qui sont moins fatigués. Mais c'est bien d'avoir 5 joueurs, même s'il n'y en a que 3 qui jouent. Pour ce deuxième tour de Ligue des Champions, ce sont les anciens, les 3 G qui sont alignés. G comme Gardos, l'homme fort du moment, champion d'Europe avec l'Autriche, vice-champion d'Europe en double. Il se débarrasse en 4 manches de Heister, 1-0 pour Chartres. G comme Gaoning, en manque de confiance et de résultats ces derniers mois. Franziska a su en profiter, l'Allemand s'impose à la belle après avoir sauvé 2 balles de match. G comme Guérel, bronzé européen en simple, opposition de style, il attaque, Gionis défend. Des échanges parfois très longs, souvent spectaculaires sous les yeux des nouvelles recrues chartraines. Champion d'Europe en double, Montero se remet de blessure, le jeune Robineau s'inspire. J'apprends tous les jours, ça me permet de jouer aussi avec eux qui sont très très forts. Ça me permet aussi de regarder leurs matchs, de voir ce qu'ils font dans les situations importantes et pour reproduire la même chose. Le duel tient ses promesses, la défense sort vainqueur, Düsseldorf vire en tête. Pour maintenir l'espoir, Gardos revient à la table, le bras ne tremble pas, les sensations sont bonnes, la victoire est au bout. Sur le second match, j'ai très bien joué. Je savais ce que j'avais à faire, j'avais une grosse pression parce que je devais gagner, sinon nous perdions la rencontre. J'ai fait de mon mieux et ça l'a fait. Gaoning pour le point de la victoire, sans réellement convaincre, le succès est là, c'est le principal. Prochain rendez-vous mardi pour le championnat de France et un titre à récupérer. Avec quel joueur? Là est toute la question. Un portrait à présent, celui d'une femme sapeur-pompier volontaire à Herbault près de Blois. Une femme qui a choisi de concilier vie de famille et mission de soldat du feu, non sans risque. Cet été, en France, 2 femmes sapeurs-pompiers volontaires ont trouvé la mort lors d'opérations de secours. Alain-Georges Monnet, Mélior Mohamed. Un café, un matin d'une journée normale de la vie de Nathalie Jeanneret. 48 ans, mère de famille, responsable d'agence de nettoyage et sapeur-pompier volontaire. Je jongle entre les enfants, mon travail, la maison, les courses, mais j'ai un mari également qui est présent et qui m'aide, on partage les tâches. À partir du moment où je rentre, je me mets à disposition et là mon bip peut sonner à n'importe quel moment, oui, et donc je vais m'en aller. De jour comme de nuit et plus encore. Car le sergent Jeanneret est instructeur et moniteur de secourisme, un engagement qui a un prix, celui du temps donné. Alors sur les interventions, je ne peux pas trop le dire parce qu'il y a des fois, c'est plus que d'autres fois, ça dépend du bip s'il sonne ou pas. En revanche, pour la formation, j'y passe beaucoup de temps, au moins une journée par semaine, à peu près. Et puis Nathalie est aussi responsable d'une agence de nettoyage, d'où la nécessité d'un conventionnement signé avec son employeur. J'ai un employeur qui est compréhensif, qui a d'ailleurs signé la convention avec le SDIS 41 pour me permettre d'avoir accès à des formations en cours d'année sans véritablement prendre sur mes congés. Et puis qui me permet aussi le matin d'arriver en retard si je suis en intervention. Mais Nathalie sait également que son engagement, c'est aussi une intrusion dans un univers d'hommes. Il n'y a pas fondamentalement des missions pour les hommes et des missions pour les femmes. Ce principe-là permet aux femmes d'affirmer toute leur place dans le dispositif d'organisation des secours. Et puis, face aux récents drames qui ont endeuillé les sapeurs-pompiers volontaires, la même question, celle de la peur. À quel moment se manifeste-t-elle ?
ne peux pas vraiment dire telle intervention, j'ai eu peur sur telle intervention, sur telle autre. C'est un sentiment qui est plutôt diffus, c'est pas une vraie peur. Mais au-delà de tout ça, de ces journées généreuses et chronométrées, demeurent dans le regard de Nathalie ces 3 mots fascinants. Sauver ou périr. Allez, c'est le moment de retrouver notre série. On a retrouvé la mémoire, nouvelle formule. Et cette semaine, Flavien Texier, Pierre-Dominique Lepé et Stéphanie Tessier nous replongent dans l'actualité d'octobre 1975. Regardez. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 octobre 2015 et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien nous allons examiner attentivement ce qui s'est passé à la semaine du lundi 6 au dimanche 12 octobre 1975. Et à cette époque, eh bien la télévision régionale nous raconte par exemple qu'une présentation de haute coiffure s'est déroulée dans les salons de l'Hôtel de Ville à Tours. Elle nous raconte aussi qu'à Orléans, il y a une association qui vient en aide aux personnes seules. Il est également question de la cueillette des pommes dans le Cher, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du centre, bonsoir. Bien coiffé, bien maquillé, du rose, du rouge, du noir, une mèche teinte issue là. Allô, ici SOS Amitié. On commence donc avec le mardi 7 octobre, une grande soirée coiffure organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville à Tours. Le commentaire du journaliste de l'époque assure à lui seul le spectacle. Tour de tête, tour de main d'homme. Grand tour et petit tour dans la salle des fêtes, tour d'horizon aussi. L'horizon du bout de la mer, foule et houle, ça rime un peu d'ailleurs. Le lendemain, le téléphone sonne. Un reportage nous raconte le quotidien des bénévoles de l'association SOS Amitié, basée à Orléans. Oui, c'est bien le 62 22 22. SOS Amitié, c'est une voix, presque celle d'un ami qui est d'abord là pour écouter. Cette présence, à l'autre bout du fil, existe à Orléans depuis 1972. 40 ans plus tard, cette structure existe toujours. Et si, comme les célèbres personnages du film, le Père Noël est une ordure, vous avez besoin de parler à quelqu'un, composez le 02 38 62 22 22. Le numéro n'a pas changé. Il vous est arrivé quelque chose ? Par ailleurs, si vous vous sentez l'âme d'un écoutant, eh bien ça tombe bien, l'association recherche justement des bénévoles pour se relayer au téléphone. Vous savez, ça ne sortira pas d'ici. Essayez. Cette semaine-là, on nous raconte également que c'est la saison des champignons. Ça tombe bien, la télé en profite pour faire un peu de pédagogie avec un spécialiste rencontré sur le terrain. Monsieur Sougy, en matière de champignons, beaucoup de gens pensent, et croient même surtout, qu'un champignon, à partir du moment où il a une collerette ou une bague, il est comestible. Est-ce exact? Non, c'est même souvent le contraire. Le plus dangereux de tous les champignons, l'amanite phalloïde, que voici, que voilà plus jeune, que voilà plus âgé, a toujours une bague. Mais cette bague est assez fugace et il arrive parfois que le champignon la perde. Bon, avec ou sans bague, même aujourd'hui en 2015, si vous avez le moindre doute, le mieux, c'est encore d'aller voir votre pharmacien. Après les champignons, on passe au verger du Berry, car cette semaine-là, il est question de la cueillette des pommes. Au fait, elles sont comment les pommes en 75? Je crois que la qualité des pommes est meilleure qu'il y a une quinzaine d'années, à cause des variétés. Parce que les variétés sont des variétés qui sont quand même de meilleure qualité. La Golden, la Richard Red, la Reine des Rainettes, c'est une variété ancienne, mais enfin, il y en avait très peu et c'est plutôt étendu dans la région. On l'a cueilli au début. Et le spécialiste des pommes à Brécy, dans le département du Cher, s'appelle Antoine Gagneron. Bonjour Antoine. Bonjour Flavien. Alors, avec les pommes, c'est une histoire qui remonte en fait bien avant 1975. Ah oui, tout à fait, c'est une histoire de famille, puisqu'en fait j'avais de la famille qui produisait déjà des pommes. Et tout petit, j'allais cueillir les pommes. Quand j'étais étudiant, pour arrondir les fins de mois, je cueillais les pommes. Donc j'ai bercé dans cet univers de la pomme dans le Berry. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? On a des années où on voit que les températures ont augmenté, la date de floraison est plus précoce. Cette année, en 2015, on a connu un été quand même très chaud avec des pics de température. Comme en 75. Peut-être comme en 75. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut arroser. En 75, les vergers étaient
pas bien arrosé. Hein. Tandis qu'aujourd'hui, on peut protéger l'arbre, on peut accompagner une forte récolte et c'est important pour nous. Ce qui a changé, c'est qu'on a plus de protection. Là, voilà, on est sous des filets par grêle, par exemple. Ça, c'est un événement très important pour nous, c'est qu'on est protégé contre la grêle, alors que dans ces années-là, en quelques minutes, toute la récolte pouvait être saccagée. Donc là, on a sécurisé. Beaucoup de main-d'œuvre étrangère au milieu des années 70, principalement des Espagnols. Et aujourd'hui ? Alors il y a beaucoup moins d'Espagnols parce que l'Espagne a été mieux au niveau économique, bien que depuis quelques années, on sent bien qu'il y a de la main-d'œuvre espagnole qui vient. Moi, personnellement, j'embauche beaucoup de gens qui habitent la région. Peut-être qu'ils sont étrangers, mais ils habitent la région. Et puis un petit peu de main-d'œuvre étrangère. Alors il y a un peu plus aujourd'hui de main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est qu'on n'avait pas à cette époque-là. La cueillette va durer approximativement jusqu'à quand là? Alors ça dure jusqu'au mois de novembre. Hein. Donc encore un mois en gros. Encore un mois, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Antoine. Allez, on se quitte avec une image, celle du 3e salon régional de la maison individuelle organisé à Tours. Un salon lancé en 1973, l'année du fameux choc pétrolier. Et à cette époque, déjà, on nous parle de la crise et des solutions pour faire des économies d'énergie, avec par exemple l'isolation thermique dans les maisons. On n'a pas de pétrole, mais on commence à avoir des idées. À la semaine prochaine. Et pour terminer ce journal, une exposition à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. La galerie du Passage Chabrier vous propose de découvrir le travail de Dominique Spesser et Caroline Bartal, deux artistes tourangeaux, deux univers à la fois poétiques et ludiques. Dominique Pouget et Anne-Claire Huet. C'est une balade au pays de la couleur, mais aussi du trait en noir et blanc. Une peinture ludique avec de drôles de personnages, mi-bêtes, mi-humains, qui se cherchent ou se reluquent. Dominique Spesser expose à la galerie du Passage Chabrier, un lieu immense où il a pu jouer avec ses toiles des années 90 à aujourd'hui. C'est surtout un grand plaisir de pouvoir, dans ce lieu qui est immense, en fin de compte, j'ai créé une ligne de peinture, dessin, petit format, grand format, espèce d'éventail de choses. Bon, je suis venu avec plein de boulot et puis j'ai fait ça comme ça au feeling. C'est du domaine du rêve, hein, c'est onirique, c'est bien sûr, comme tout peintre, tout artiste, on est lié à l'enfance. Hein, donc j'ai une enfance, je dirais pas particulière, mais voyageuse. Pleine d'animaux, pleine de choses comme ça, le cirque, quoi. Donc peut-être la couleur vient de là, les animaux, et puis j'essaye de raconter des histoires, mais c'est du domaine du rêve quand même. Hein. C'est le rêve, le plaisir, quoi, le plaisir de s'exprimer. Un plaisir qui se partage au féminin avec une invitée, Caroline Bartal. Depuis quelques années, leurs univers s'invitent quelquefois sur la même page blanche, un peintre sous le charme de la dessinatrice. Moi, ce qui me séduit dans son travail, c'est la finesse. Et puis là, ces boulots-là, c'est des boulots récents. C'est une spontanéité, travail de dessin, quoi, qui pour moi est très séduisant, très beau. Caroline Bartal et Dominique Spesser à découvrir Passage Chabrier à Saint-Pierre-des-Corps jusqu'au 31 octobre. Voilà pour cette édition de la mi-journée. Excellent après-midi avec nous sur France 3 et à ce soir.